Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au-delà du mur. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre qui sent bon l'authenticité, les chemins SCRP et les virages de vie. Mon invité s'appelle Raphaël. Il a passé 23 ans dans la Marine nationale à bord de frégates avant de tout quitter pour s'installer en pleine nature dans la montagne noire. Et c'est là, presque par hasard, qu'il a découvert la course à pied. Depuis, il court des ultras de 100, 160, voire 300 km. Et accompagne d'autres coureurs dans leurs défis à travers son activité de coach, son podcast et ses vidéos très suivies sur les réseaux. Dans cet échange, on parle de reconversion professionnelle, de motivation et résilience, la vraie vie d'un ultra-trailer, loin des paillettes, et de ce que courir peut révéler de nous-mêmes. Raphaël partage avec une générosité rare ses doutes, ses apprentissages et cette envie profonde de transmettre. Un épisode pour tous ceux qui se demandent s'ils sont capables de se lancer, qui cherchent leur pourquoi ou qui ont simplement besoin de se reconnecter à l'essentiel. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher Raphaël, bonjour. Salut Hugo. Comment ça va ? Eh ben, impeccable. J'ai un petit peu de soleil derrière moi, donc je suis très content de te rencontrer et enfin de te parler finalement. Oui, effectivement. On a eu quelques soucis aussi à la prise de connexion aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait plus d'une année quand même que je te suis, qu'on se suit peut-être mutuellement sur les réseaux sociaux, je sais plus. Au moins un an, je pense, Ouais. on discute pas forcément tous les jours, mais je regarde. C'est vrai que je regarde dès que tu publies quelque chose, ça m'intéresse parce que voilà, en tant que podcasteur aussi dans le sport, ouais, c'est toujours intéressant. Effectivement, on est confronté à distance à plus ou moins les mêmes challenges, les mêmes défis, on dira ça comme ça. Ouais, mais toi, tu es en Suisse, alors ça change tout. Je serais ravi de développer cet argument-là au fil de la discussion. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens ? Alors moi, je m'appelle Raphaël, j'ai bientôt 45 ans. C'est vrai, bientôt 45 ans. Et je viens du sud-ouest de la France, à côté de Toulouse. Voilà, juste à côté de Castres, dans la Montagne Noire. La Montagne Noire, c'est vraiment la fin du Massif central. Donc je suis à 720 mètres d'altitude, perdu dans un petit peu la montagne. Donc j'ouvre ma porte et j'ai le GR7, chemin de grande randonnée, au pied de ma porte, et ce qui me fait aller courir quasiment possiblement tous les jours sur des chemins toujours variés. Donc ça, moi, j'adore cette région. Avant, tu l'as peut-être souligné, j'étais marin dans la Marine nationale. J'ai fait une carrière de 23 ans à Toulon. Et on n'a pas tout à fait les mêmes décors, les mêmes sapins, les mêmes forêts. C'était beaucoup plus caillouteux. Ah ouais, c'était terrible. Ouais. Effectivement, donc après avoir côtoyé la mer pendant plus de 23 ans, tu t'es dit, c'est bon, histoire d'équilibrer, je vais partir un peu en altitude, quoi. Alors ça s'est pas fait, ouais, c'est vrai que ça s'est fait un petit peu au hasard parce qu'on cherchait, on a des animaux à la maison, on a j'allais dire des poneys, des chevaux, des chiens aussi, mais surtout les poneys et les chevaux. Et on s'est retrouvé à un moment à devoir trouver une habitation, une maison, parce qu'on était en location à Toulon. On n'était pas donc propriétaire et elle mettait en vente et on n'avait pas 450 000 euros à mettre dans une maison, ni ailleurs d'ailleurs. Et donc de fil en aiguille, j'ai regardé un petit peu où est-ce que je pourrais amener mes chevaux, donc trouver de l'espace, et de fil en aiguille, avec les petites annonces, j'ai regardé et puis je suis tombé sur ici en fait, perdu. Mais vraiment, j'habite un petit village de 160 habitants, mais j'ai 5 hectares, j'ai une maison et c'est chouette quoi. Enfin, c'est vraiment top. Après,
ça aurait pas été possible avec. J'ai trois enfants, trois grands enfants maintenant qui ont 20 et 23 ans, hein, des faux jumeaux de 20 ans, 21 ans. Avec des enfants, ça aurait été compliqué de, de les amener à l'école. Ouais, ouais. C'est vrai que là, pour le coup, on a une vie qui nous convient très bien avec madame, mais avec des enfants plus jeunes, ça aurait été galère. Ouais. C'est un sacré défi, ouais. Bah, j'étais tenté de dire d'ailleurs que tu avais un peu l'habitude de vivre dans la solitude quand tu étais avec les marins. Alors il y avait cette proximité avec les coéquipiers. Alors je sais pas exactement quel est le terme, mais vous étiez ensemble tout le temps les uns sur les autres pendant plusieurs centaines de jours. Mais vous étiez pas tant de monde que ça. Alors dans un village 160, il y a peut-être davantage d'espace, mais les Bah, personnes que tu côtoies au quotidien sont quand même aussi pas très nombreuses. dis-toi que sur le bateau, on était plus nombreux que mon village. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors Ah non, ouais. c'était les frégates de premier rang, c'était les frégates qui accompagnent le Charles de Gaulle, donc les frégates anti-aériennes et anti-sous-marines. Et on est 180, 200, ouais 200 avec le groupe hélico, on peut monter à 210. Donc c'est vrai que ça me manque, tu vois. Mhm. Après 23 ans de marine, où c'est vraiment effectivement un climat assez particulier, hein. On se côtoie tous les jours, hein, forcément, jour et nuit, et avec un rythme un petit peu stressant, hein, le rythme des opérations. Mais ça me manque pas, tu vois, ce stress un petit peu de la planification, de la gestion des exercices, être à l'heure, des réunions, des exercices incendies, des exercices tout court avec les autres marines. Ça me manque pas. Par contre, ce qui me manque, c'est la vie autour, quoi. Mhm. La vie d'équipage. Parce que là, finalement, je me retrouve tout seul avec madame. Bon, pas que je l'aime pas, mais c'est vrai que quasiment presque du jour au lendemain, où je passais le petit-déj avec tous les potes, euh, manger aussi, le soir aussi, bah, finalement, là, ouais, tu passes de 30 personnes quasiment que tu côtoies tous les jours, enfin vraiment, hein, que tu manges avec, tout ça. Je parle pas des autres, hein, mais c'est vrai que Mhm. à deux, avec, avec madame. Donc ouais, ça a été un switch intéressant. C'est vrai que c'est quand même un sacré défi. Et quand tu étais sur le bateau, c'était quoi les activités physiques que vous pouviez faire? J'imagine Top Gun où il y avait la salle de sport et puis tu levais de la fonte, etc. Mais ça se passe comment dans une frégate en Alors, termes d'activité physique? ouais, les frégates, alors c'est pas Charles de Gaulle, hein, ni le Mhm. nouveau bateau, disons qu'on n'avait pas de salle de sport, vraiment. Et au début de ma marine, donc dans les années 2000, on avait un vélo, on avait deux, trois vélos, pas elliptiques, hein, les vélos, comment on appelle ça, Le spinning, quoi. ouais, tu te mets sur le vélo puis tu pédales, Ouais. Mhm. entre deux torpilles. Donc Mhm. c'était vraiment pas optimisé, hein, prévu. Hein, à l'époque, les bateaux étaient pas prévus, mais bon, là, ils ont désarmé. Et les nouveaux bateaux, est-ce qu'il y avait une salle de sport? Oui, il y avait une petite salle de sport, un 20 mètres carrés. 20 mètres carrés avec un ou deux tapis de course, vélo et pas mal finalement, de renforcement musculaire type haltères et des poids comme ça. Euh, et finalement, sur un bateau de 200 personnes, il n'y a pas tant que ça de sportifs. Véritablement, les plus sportifs, c'est les plus anciens. Et les anciens sur les bateaux, c'est les gars comme moi à l'époque qui avaient 35, 40 ans. On passe pour des anciens. Parce que la moyenne d'âge, hein, sur les bateaux, la marine française, là, c'est 22, 23 ans, hein. Ah ouais, ouais, bah, en même temps, il faut, hein, parce que c'est des rythmes où tu bosses la journée, tu bosses la nuit. C'est c'est relativement particulier et stressant. C'est pour ça que les gens comme moi qui restaient, hein, 23 ans de marine, ça reste conséquent, ça fait une belle carrière. Bah, on s'appuie sur des gens comme nous pour partager et transmettre surtout bah, tout notre savoir, parce que il y a beau y avoir des documents, des cahiers de maintenance, des trucs comme ça, bah ouais, il y a des fois où ah bah t'as un truc qui pète, attends, bouge pas, j'ai déjà vu ça il y a 2 ans, on a galéré, et voilà. Donc ouais, ouais, ouais. Mais après, il y avait un prof de sport sur les bateaux. D'ailleurs, sur quasiment tous les gros bateaux, il y a un prof de sport, un moniteur de sport qui fait faire
des exercices plateforme hélicoptère, des ateliers quoi, des ateliers, divers ateliers, soulever des poids, faire des pompes, un petit peu de renfort, tu vois, un petit peu de cardio. Donc ça c'est sympa quand t'es en océan Indien, la mer, t'as une mer d'huile, qui fait beau, il y a du soleil, puis t'es sur la plateforme hélico, en train de faire tes ateliers avec la petite musique, c'est cool quoi, c'est C'est cool. pas mal comme décor quand Ouais, même. ouais. Mais j'y allais pas souvent. Hmm. Je t'avouerai, j'aimais pas courir avant, hein. Donc voilà. Bah, Là, tu veux me la poser la jonction est question. toute faite d'ailleurs. Tu vas Comment me est-ce que poser- t'es tombé là-dedans? Parce que tu disais il y avait deux tapis de course. Moi, je m'imaginais que c'était la ruée c'était la ruée entre tous les coéquipiers pour se battre pour le tapis de course, mais j'ai plutôt l'impression que c'était la ruée pour ne pas y aller. Donc, comment est-ce que tu as découvert la course à pied, toi? Alors, juste pour switcher, juste, je vais commencer par la fin. En fait, dans les tapis de course, hein, Hmm. moi, je vais courir à 5h30 du matin, Mhm. à peu près tous les jours, à peu près. Donc à 5h30 du matin, il n'y avait pas grand monde. Et c'était bien. Voilà, j'étais pas embêté. Et parfois, il y avait du monde, mais fallait s'inscrire en fait. Et quand les Ouais. gars, ils étaient là alors que c'était pas prévu, bon, bah, je leur dis gentiment, écoute, un, t'es pas inscrit, et puis deux, je te laisse 5 minutes pour terminer, quoi. Limite, c'était ça. Mais pour revenir à ta question, ouais, j'aimais pas ça en fait, hein. Courir quoi. Enfin, courir derrière un ballon. Allez, pourquoi pas? J'aime bien ça. Mais courir pour moi, c'était chiant. Puis ça faisait mal. Euh, Malheureusement, c'était le sport, je vais dire, favori dans la marine. Tu sais pas quoi faire, tu vas courir. Donc les gars, ils courent dans l'arsenal, ils courent en ville, donc à Toulon. Alors c'est sympa, il y a le bord de mer, c'est quand même sympa, hein. Il y a pire, mais ouais, je trouvais ça pénible. Donc j'étais pas, moi je préférais, je sais pas, jouer au foot, faire du badminton. Voilà, j'ai fait 3-4 ans de badminton, j'ai adoré ça. Je faisais pas mal de randonnées aussi, mais courir, j'ai pas aimé. Et finalement, euh, c'est quand j'ai vu, alors je sais pas comment, je me rappelle plus pourquoi, comment j'ai trouvé ça, mais j'ai vu une pub sur la Sonto, la montre Sonto Ambit 2. Ouais, c'était l'Ambit 2 où il y avait la possibilité de suivre un itinéraire sur la montre. Donc un itinéraire, hein, il n'y a pas de carton, hein, c'est juste un trait que tu suis. Et à partir de là, je sais pas, ça a fait une petite connexion dans mon petit cerveau et je me suis dit, mais finalement, j'ai pas besoin de carte IGN papier pour aller courir dans la pampa à Toulon. C'est ça qui me freinait aussi, parce que j'aimais bien randonner, tu vois. Et dans ma randonnée, j'étais un petit peu frustré de me dire, putain, c'est quand même dommage. Je pourrais parcourir plus de kilomètres, voire plus de choses, si je courais un tout petit peu. Mais j'étais avec mes grosses chaussures, mon gros sac à dos, voilà, ça s'était arrêté là, tu vois. Et quand j'ai vu cette pub, cette montre, et que je me la suis achetée, ah, d'un coup, pouf, je me suis découvert un univers qui était un petit peu emprisonné, tu sais, par le fait de sortir la carte. Moi, je voulais pas courir sur la route bêtement. Bon, voilà, ça m'intéressait pas. Et puis, le fait d'avoir acheté cette montre, bon, j'ai quand même couru sur la route, quand même. J'ai fait comme tout le monde, un 5, un 10 km, des semi-marathons, des marathons. Ah, j'ai mangé un peu de goudron. Mais en parallèle, j'ai commencé bah, des trails, des petites sorties trail de 10, 12, sans chercher la performance de quoi que ce soit. Donc c'est grâce à une montre, de pouvoir suivre un itinéraire que je me suis dit, tiens, ok, je vais me mettre à la course à pied. Voilà. Ton frein principal, c'est peut-être le côté logistique pour s'organiser, pour trouver des parcours variés dans un environnement que tu connaissais pas. Donc la transition, elle était entre guillemets toute trouvée. Est-ce que quand tu as terminé ta carrière de marin, pour toi c'était une évidence que tu allais entraîner et faire de ta vie, en tout cas, un métier, la course à pied? Non. Non, 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 parce que quand j'ai quitté la marine, j'étais sur des distances, si, ouais, j'étais à 100 km. L'Ultra-Ariège, 100 km, 6000 mètres de dénivelé, que j'ai terminé en bon état, mais j'étais pas parti dans le coaching. D'ailleurs, quand j'ai quitté la marine, au moment où je quitte la marine, dans l'année où je quitte la marine, je passe mon BTS d'immobilier pour faire agent immobilier. En fait, donc vendre des maisons, des appartements.
parce que je cherchais un boulot en dehors d'un bureau en fait. Je voulais pas me retrouver dans un bureau assis. Donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux faire? Ma femme qui m'a dit ça, pourquoi pas dans l'immobilier? Bah, je dis bah ouais tiens, pourquoi pas dans l'immobilier? Donc je me suis formé, j'étais à l'école. J'ai fait 1 an. J'ai dit bon, ça va pas le faire. J'aime pas du tout cette mentalité de l'immobilier, que j'aimais déjà pas ça avant. En France, c'est assez particulier, l'immobilier. Tout le monde peut faire agent, entre guillemets, immobilier. C'est plutôt des mandataires immobiliers, sans formation. Et du coup, ça foisonne vraiment, hein. En France, mon fils, il sait pas quoi faire. Je dis, bah, fais mandataire immobilier. Et dans la tête des gens, bah, ils sont formés et tout, mais en fait, c'est pas vrai. Donc, il y a quand même pas mal d'incompétents, quand même, et c'est ça qui donne une mauvaise image de l'immobilier, notamment en France. Donc, j'avais cette image que je traînais bah, avec moi, forcément. Donc, tous ceux sur qui j'étais, hein, mes clients, ils étaient hyper contents parce que du coup, je donnais beaucoup de conseils, ils connaissaient pas ça. Donc, je partageais énormément de savoir, de machin. J'avais pas souvent de retour, tu vois. Et il y a un moment où je me suis dit, attends, t'arrives à 42 ans, là, 43 ans, je me vois pas en fait. Il y a un moment où, non, je me vois pas faire ça toute ma vie. Et en parallèle, je donnais des conseils sur le trail, sur de course à pied, et je me suis dit, attends, qu'est-ce que t'aimes faire? Ouais, les gens, il y a un moment où ils se disent, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime. Et qu'est-ce que j'aime? Bah, j'aime courir. J'aime donner des conseils, j'aime transmettre. Et à partir de là, je me suis dit, ok, bah, il faut que je passe un diplôme parce qu'en France, on est obligé d'avoir un diplôme d'État. Donc, je passe le plus simple, ça a été le BPGEPS APT, activité pour tous, physique pour tous, un truc dans le genre, qui m'apporte rien, hein, vraiment, dans les compétences en running, hein. C'est de l'animation pour du périscolaire, pour de la primaire, c'est prof de sport à l'école, quoi, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc ça m'a rien apporté, mais ça m'a apporté ce diplôme-là. Et bah voilà, de fil en aiguille, il y a un moment sur TikTok, il y en a un qui m'a dit, mais est-ce que tu coaches? Est-ce que tu accompagnes? Et je dis, bah oui, ouais, j'accompagne, je coach, alors que j'avais pas mis en avant, tu vois. Et le fait de faire, par exemple, hein, sur TikTok, une vidéo par jour, là aussi, hein, moi je fais tout, c'est soit zéro, soit 100%, hein, quand j'y repense. Euh, TikTok, au mois de juin, je sais plus, il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo par jour pendant 6 mois. Euh, et c'est grâce à ça d'ailleurs que mon compte TikTok est toujours actif. Je suis beaucoup moins actif, mais du coup, les gens, il y a tellement de vidéos que les gens y vont. Et du coup, via TikTok, bah voilà, il y a 1, 2, 3 personnes qui m'ont dit, mais tu coaches? Et à partir de là, j'ai commencé sur TikTok, sur Instagram. J'avais fait mon podcast, pas dans l'optique d'ailleurs de coacher en fait. D'ailleurs, dans les premiers épisodes de mon podcast, je dis pas que je fais un accompagnement, que je fais du coaching. Je suis là pour transmettre, donner des conseils. D'ailleurs, il me semble que j'étais encore dans l'immobilier quand j'ai débuté mon podcast, tu vois. Donc, j'ai beaucoup donné, et c'est ça, en fait, je pense que les gens sont surpris quand ils sont sur mon compte, quand ils me suivent, c'est que je donne énormément de conseils, en fait. S'il y avait une personne qui enregistrait tous mes conseils, je pense que il peut se faire un livre et le revendre, hein. Ah ouais, ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'envisage, hein, de faire un petit book, la Bible du podcast. C'est un peu le trend d'ailleurs d'écrire son bouquin. Il y en a passablement, en plus des podcasteurs qui ont franchi le cap. Je ne vais pas citer leur nom, mais s'ils écoutent, ils savent qu'on parle d'eux. J'en vois plusieurs en ce moment, les 2, 3 derniers jours en plus, hein, Ouais, des ouais, diététiciens, ouais, c'est et hop, clair. et ça C'est clair. sort. C'est clair. Pourquoi C'est pas, clair. pourquoi pas. C'est devenu un peu moins compliqué, apparemment, de sortir son livre et de le faire éditer qu'à l'époque avec les éditeurs un peu plus traditionnels. Bah Effectivement. non, là, voilà, tu peux l'éditer toi-même en fait. Mhm. C'est ça. Donc à partir de là, et en plus avec l'IA qui peut te Mhm. corriger, reformuler, Ouais. synthétiser, je pense que c'est beaucoup plus actionnable et Ouais. facile entre guillemets de pondre un livre. Donc, mais pas tout de suite, hein, Mhm. pour l'instant, je fais d'autres projets encore. T'as encore tes épisodes
de podcasts journaliers à, à alimenter. D'ailleurs, il était sur quoi l'épisode d'aujourd'hui? Tu l'as déjà enregistré, celui qui Ouais, sortira demain? c'est vrai, j'ai pris un petit peu d'avance. Je l'ai un petit peu d'avance, ouais, je fais la journée pour le lendemain, mais parfois je le faisais à 21h. J'ai un peu arrêté de faire ça parce que c'est vrai que c'était un petit peu fatigant. Je dis sur quoi? Alors je débriefe une réflexion d'une de mes coachées, Cyrielle, hein, qui se reconnaîtra d'ailleurs. Elle a fait son premier, non pas son premier, mais l'un de ses premiers trails de 11 km finalement avec 400 mètres de dénivelé positif. Et en fait, dans la gestion d'efforts, elle a été à fond tout le temps. Et dans une de ses réflexions, elle me disait, bah, en fait, même en descente, en fait, c'est intensif la descente. Donc oui, elle pensait se reposer en descente pour récupérer d'une montée un petit peu trop pushy, hein, parce qu'elle court un peu dans les montées, mais elle va vite se calmer, hein. Et finalement, elle court aussi dans les descentes. Alors l'un avec l'autre, elle est complètement cramée à la fin. Mais ça, c'est normal, ça s'appelle voilà la gestion de l'effort. Et je rebondis après sur le fait de toujours croiser, de temps en temps, on croise toujours les mêmes coureurs. On les double en montée, ils nous doublent en descente, et finalement on passe notre course à se doubler. Et moi, je rebondis sur le fait que moi en ultra, effectivement, on passe parfois des dizaines d'heures, voire peut-être même des jours, à se croiser via les bases vies, ceux qui restent une heure dans les bases vies, ceux qui continuent, ceux qui sont plus à l'aise en descente et moins à l'aise en montée. Donc c'est vrai qu'on passe notre temps parfois à se croiser alors qu'on pourrait très bien courir ensemble, mais on n'a pas des allures identiques, des facilités identiques. Moi, par exemple, je suis à l'aise en montée et plus à l'aise maintenant en descente, mais à l'époque, je courais avec Olivier que j'ai rencontré sur le Grand Raid des Cathares, Grand Raid des Pyrénées, donc un 160 km, c'était mon premier 160, avec 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Et en fait, moi, on n'a fait que se croiser pendant 120 km, quasiment, hein, sans se connaître. On se parlait, hein, mais moi, je montais bien, il descendait plus vite que moi, donc je le doublais en montée, il me redoublait en descente, et on se croisait dans les ravitaux. Il y a un moment où on s'est dit, bon, bah, on va courir ensemble, quoi, au bout de 120 bornes. Il dit, bon, on arrive sur la fin, et finalement, bah oui, moi, je ralentissais en montée, mais il ralentissait aussi en descente, donc l'un avec l'autre, bah, on a fait un bout de chemin, et puis du coup, on est devenus amis, et puis on a enchaîné quelques courses ensemble, des 225 et des 160, ouais, plaisir de courir, quoi. Effectivement, il y a, j'ai beaucoup aimé ce partage bon, donc, de l'épisode qui sortira demain. Est-ce que tes épisodes de podcast sont exclusivement des débriefs à chaud ou comment est-ce que tu construis ta ligne éditoriale, toi? À l'arrache. J'adore. Alors, ouais, en fait, j'ai pas de. Je sais pas ce que je vais dire demain. Enfin, là, je l'ai dit, mais je sais pas ce que je vais dire après-demain. Et c'est vrai que c'est assez fou, en fait, que l'inspiration me vienne. Alors, j'en ai une partie de par mes coachés hein, que j'ai, qui me posent des questions. J'en ai par des questions que je reçois sur Instagram, sur les réseaux. Donc ça me donne matière, hein, tout me donne matière en fait à blablater et donner des conseils. Et puis parfois j'ai un petit syndrome de je sais pas ce que je fais, je sais pas de quoi dire. Bon bah là je regarde des questionnaires que j'ai déjà envoyés avec des questions et des réponses. Je regarde ChatGPT, je lui dis bon de quoi je peux parler. Il me donne des idées et puis du coup j'essaye de rebondir. Puis il y a des fois, rarement, où il y a rien qui vient, je suis pas motivé donc je dis rien. Je fais pas de je fais pas d'épisode. Mais c'est vrai que moi j'aime parler comme je te parle là, tu vois, à un ami. Donc les gens, c'est comme si j'en reparlais à eux. Et j'ai réduit du coup mes épisodes, hein. Avant, la première année, c'était des épisodes de 30, 40, 50 minutes, une fois par semaine, puis c'est passé à deux. J'ai rajouté, et je vais reprendre un petit peu ça parce que j'aime bien, bah, des interviews en fait de coureurs du peloton. Ouais, du peloton, parce que interviewer des élites et compagnie, moi ça m'intéresse pas en fait. C'est trop éloigné de ma vision et de mon audience en fait. Et puis ils sont déjà interviewés plusieurs fois. Les C'est coureurs pas, du dimanche, c'est les meilleurs. Ouais, bah voilà, non mais j'ai pas envie, moi j'ai envie d'interviewer des gars comme moi,
qui galéreront sur les courses, C'est clair. avec nos problèmes familiaux, de boulot, de machin. Non, on peut pas comparer un élite. Il passe 20 heures. Son boulot, c'est courir, quoi. Il Ouais. court, il se repose, il mange. Bon, je caricature, mais bon, c'est ça, quoi. Et donc voilà, interview de coureurs que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé. Et alors ça, c'est des formats un petit peu longs, hein. Je te cache pas que j'ai fait des interviews de parfois 2 heures. 2 heures à blablater. T'es bien dedans, hein, t'es bien dans Marathon T'as des Sables. t'as le temps de développer, effectivement. T'as le temps de développer. Et puis tu vois, ça se voit, hein, je cause pas mal. Donc quand je tombe sur quelqu'un qui parle beaucoup aussi, bon, il faut synthétiser tout ça. Ouais. Mais je vais remettre donc ma ligne éditoriale, clairement, c'est des conseils, suivant ce qui m'arrive un peu tous les jours. C'est partager les expériences de certains coureurs du dimanche, de tout le monde, hein, monsieur et madame tout le monde. Et c'est partager aussi mes courses. Des courses vraiment, j'allais dire, insight. Je sais pas si tu as écouté, mais mes courses. Alors déjà, je crée un groupe WhatsApp exprès pour mes courses, pour ceux qui veulent me suivre, parce que sur WhatsApp, je fais des audios, tu vois, je fais des audios, je fais des vidéos plus que sur Insta, parce que Insta, il faut du réseau, il faut se connecter, Bien sûr. voilà. Et puis bon, on court, quoi, on n'est pas là pour faire des stories toutes les 10 minutes. Donc voilà, WhatsApp, c'est plus sympa. Et du coup, je m'enregistre. Mais vraiment, je m'enregistre toutes les heures. Donc, je fais des audios sur mon téléphone en disant, bah voilà, je viens de partir, je suis en train de courir, tu m'entends courir, respirer, hop, ça fait 1 heure, j'ai fait 12 km, machin, et puis 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Quand j'ai fait la Swiss Peak, donc les 360 km que j'ai arrêté au bout de 320 parce que je me suis blessé, bah en fait, l'épisode, t'as la chronologie en fait. Et je cache rien. Quand à la fin, je suis obligé d'arrêter parce que je suis blessé. Quand t'écoutes, moi je me suis réécouté. Il y en a plusieurs qui m'ont dit en fait, tu nous as foutu les poils parce que bah, tu m'as fait chialer quoi. Parce que ouais, je chiale en fait à la fin quand je dis après 5 jours de course où je suis obligé d'arrêter à 60 bornes de l'arrivée après avoir fait 300 bornes. C'est comme si j'étais à 20 mètres de l'arrivée et que j'étais obligé d'arrêter parce que je me suis fait mal au genou. Donc je craque nerveusement, mais je m'enregistre quand même. Et donc il y a toutes les émotions qui passent et il y a surtout, ok, je fais des ultras, mais c'est pas parce que je fais des ultras que je suis un Superman, quoi. Euh, j'ai envie de dire que tout le monde peut faire des ultras, entre guillemets. Voilà, il faut s'entraîner correctement, il faut se laisser le temps. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est transmettre tout ce monde-là des ultras où moi aussi, je me suis dit, ouah, comment ils font les gars pour courir À l'époque, c'est comment ils font les gars pour courir 40 bornes. Quand je faisais des Ouais. 20 km trail, tu vois, il y avait un format 45 km, je dis, waouh, comment il fait le gars? Bon, je me suis jamais dit, je vais pas y arriver. Et je me suis jamais dit, j'aimerais faire ça. C'était juste une constatation. Comment ils font? Parce que au bout de 25 bornes, moi, je suis cramé, quoi. Et puis, de fil en aiguille, tu vois, hop, je suis passé à 40, 30, 40, 70, 100, 160, 200, 300. Bon, et tu t'aperçois que quand tu arrives à faire un 160, bah, finalement, tu peux faire un 300. En, en gérant l'alimentation, en gérant des choses, voilà. Mais il y a en fait, j'aimerais montrer aux gens que c'est pas surhumain de courir un 160 km, de courir un 300. C'est pas surhumain. Il faut simplement avoir une bonne raison de le faire, un, un vrai pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Et mettre en place bah, ce qu'il faut mettre en place et se laisser le temps d'y arriver. Si tu veux courir un 160 km en partant de zéro en 6 mois, bah, peut-être que ça passera. Si tu as un passé sportif, mais peut-être à 90% que ça passera pas, que tu vas te blesser, que derrière, même si tu le fais, peut-être que derrière, pendant 6 mois, bah, tu vas te traîner un syndrome de l'essuie-glace, tu vas te traîner une périostite. Si tu acceptes d'avoir ce genre de problème, parce que tu voulais absolument faire ton 160 ou l'UTMB, toi, ok. Mais si t'es pas au courant que derrière tu voulais continuer et que bah, tu es frustré parce que bah, tu t'es blessé, c'est pas la même chose, quoi. Entre être frustré et avoir anticipé et accepter surtout de se blesser parce que le défi était un peu trop gros.
Donc moi, j'ai pas envie de montrer que le défi est trop gros, j'ai envie de montrer que c'est possible en faisant correctement les choses. Et quand tu écoutes mes podcasts, et maintenant je suis sur YouTube aussi, en fait, tous mes conseils, c'est euh, c'est tout l'inverse de no pain, no gain, quoi. Je dis pas que c'est le monde des bisounours à faire toujours des sorties cool, mais je dis que pour faire des sorties un peu violentes, bah, la plupart du temps, tu cours cool pour faire ton endurance et arriver sur ces sorties-là, donc les sorties en côte, peut-être les sorties longues, toi, avec un maximum d'énergie. Voilà. Donc, bon, c'est vraiment beaucoup de conseils que je donne pour amener les gens à une certaine philosophie d'entraînement et pas simplement suivre un plan d'entraînement trouvé sur Internet, ou même le mien, quand je leur donne des plans d'entraînement, je les amène à comprendre, tiens, dans quel ordre il faut faire les séances. C'est ça qui est compliqué en fait quand on débute la course à pied, c'est de s'adapter en fait, adapter le plan d'entraînement qu'on a trouvé, hein, qui peut être très qualitatif, hein, mais finalement, il ne prend pas en compte ta fatigue, il ne prend pas en compte ta vie, forcément, hein, voilà, c'est une page, hein. Peut-être qu'une IA va changer ça, hein, mais c'est à toi de faire ce travail-là. Et c'est vrai que quand tu n'as pas de, de- d'expérience sur ce sujet, bon, bah, comment tu sais que là, tu dois lever le pied? Comment tu sais que là, il faut inverser une séance, que là, ce serait peut-être un peu too much suivant ta sortie, ce que tu as fait avant? C'est compliqué. Donc, on fait des erreurs que moi j'ai faites aussi et que j'amène à travers tous mes réseaux et tout ce que je dis à amener une certaine réflexion du ouais, ça sert à rien de vouloir péter son record personnel à chaque sortie. Ce que je faisais, hein. Non mais vraiment, hein, ce que je faisais, Je hein, crois qu'on l'a tous fait. tu vois, quand j'ai commencé, j'ai acheté la montre hein, en Bit 2, la Sunto là. Je me suis acheté une paire de Hoka. Et puis j'avais la piste cyclable à côté de chez moi à Toulon. Bah, en fait, si je pétais pas mon record des 10 km, j'étais pas content, quoi. Donc j'étais à 185 de pulsation, j'étais tout rouge, j'étais à 13 km/h, c'est cool, 13,2, 13,5. J'étais j'étais dans les stats. Et clairement, je dois remercier la marine, hein, de... C'est grâce à la marine, en fait, que je me suis pas blessé. Euh, Mhm. Parce que, en fait, on allait en mer. J'étais coupé par les périodes de mer. Sans ça, mais je me serais entraîné comme un con, quoi. Enfin, je veux dire, clairement, la littérature ne m'intéressait pas. Je me posais même pas la question de savoir comment on s'entraîne, en fait. J'ai pris mes baskets et puis j'allais courir. Et puis, endurance fondamentale, je connaissais pas. Même le terme, hein, aucune idée. Moi, c'était limite du fractionné. En fait, c'était bah non, je vais courir à 13 km/h. Voilà, je vais C'est un courir, je chiffre vais qui regarder. était bien. Voilà, et puis tiens, la fois prochaine, bah, là j'ai fait 44 minutes, ah, ce serait bien de pas faire plus, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. il y a un moment où ça va pas, quoi. Où ça va plus. Donc c'est vrai que le fait de partir en mer, bah, ça m'a sauvé la vie, quoi. Sinon j'aurais eu comme tout le monde. Syndrome de l'essuie-glace, périostite, je pense que j'étais un bon profil, j'étais un bon candidat pour le coup. On voit que tu as une grosse expérience dans les longues distances, dans les distances plus courtes, ce qui me permet de comprendre aussi le titre du 5 km à l'ultra. Donc j'ai bien compris que maintenant tu es plutôt attiré par les grandes aventures et puis que tu alimentes ton podcast de par les retours que tu reçois de tes coachés. J'imagine qu'il y a aussi une part des choses que tu apprends aussi sur toi quand tu participes à des compétitions, quand tu effectues les préparations. Donc c'est un peu un livre de bord ou un carnet de bord de l'ultra trailer, ton podcast finalement. Ah, c'est Vie ma vie, quoi. Oui. Vie ma vie d'ultra trailer, et c'est vrai que je ne cache, j'allais dire quasiment rien. Moi, je suis obligé de cacher à un moment mon mauvais caractère de temps en temps quand même. Sinon, les gens ils me trouvent antipathique et finalement, je suis pas si sympa que ça. Donc, j'essaye de pas le montrer, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'essaye de montrer vraiment tous les côtés, quoi. Que, ok, l'ultra, ça fait rêver, mais c'est pas cadeau tout le temps en fait, hein. C'est pas un kiff sur la course. On passe limite plus de temps à se dire mais qu'est-ce qu'on fout là?
que de kiffer le moment, vraiment, hein. Et ça vient avec l'expérience, ça vient avec notre capacité à devenir de plus en plus endurant, en fait. Et on prend de plus en plus de plaisir à le faire parce que on progresse. Là, j'ai un 100 km à faire dans une semaine et demie ou 2 semaines. Bon, j'y vais pas plus confiant que ça, mais je me dis que j'ai beaucoup moins de crainte qu'il y a 4 ans sur un 100 km parce que j'ai fait plus. J'ai fait plus, mais c'est vrai que j'aime transmettre l'idée que tout est possible, que voilà, les gens qui font des 160, c'est pas des surhommes, hein, même si ça fait rêver. Mais à contrario, c'est pas parce que c'est accessible que c'est du plaisir sur, sur les 30 heures de course ou 40. Loin s'en faut. Et c'est ça qui est important, c'est de préparer mentalement le coureur à se dire, ok, tu vas faire ce format-là. Ce que je fais avec mes coachés, hein, je leur dis, ok, là tu veux préparer, il y a 3 heures, hein, mon nouveau coaché, je lui dis, ok, tu veux préparer un 70 km avec du dénivelé, tu as commencé la course là en janvier, ok, tu as fait des 30 km, 2 30 km, ok, il n'y a pas de souci, ça va être dur. Imagine-toi allez, au 40e kilomètre, tu vas être cramé. Tu vas souffrir. Là, ce sera fini de prendre du plaisir. Je lui ai dit, hein, ça va risquer d'être compliqué. Donc, moi, j'allais dire mon job, mon idée, c'est de transmettre qu'effectivement c'est possible, mais que d'un autre côté, c'est pas non plus un format accessible dans l'émotion, dans la gestion d'efforts, et que oui, il faut être résilient, oui, il faut être endurant, faut être un peu têtu, et faut avoir un vrai pourquoi. Pourquoi tu veux faire cette course? Si c'est sur un coup de tête, je peux t'assurer que pas la première, mais peut-être à la 3e ou 4e moment où ça va être très compliqué, tu vas te dire en fait, je vais arrêter quoi. Mm. Je vais arrêter parce que j'ai mal aux jambes. Ce qui était prévu, hein, c'était prévisible, hein, mais il n'a pas fait le travail mental, tu vois. J'ai mal aux jambes, j'ai vraiment mal à la circulation, j'ai les pieds qui me font mal. Il reste encore 30 bornes, j'ai mal, il y a du soleil ou il pleut. Je suis fatigué. Et il suffit d'un mot, tu vois, pour dire, en fait, j'arrête. Ça va super vite, hein, j'abandonne. Moi, je l'ai dit une fois, j'abandonne. Enfin, 2 fois du coup, parce que j'ai abandonné sur la Swiss Peak, mais là j'étais blessé. Après, moi je le dis maintenant, si on est blessé, c'est pas la même chose qu'un abandon C'est où on clair. décide d'abandonner. Clairement, et le type, je le dis souvent, hein, ce conseil, c'est grâce à ma femme que j'ai pas abandonné sur la première fois, sur un 70 km. 70 km, ouais, je suis parti Pralognan-Lavanoise, c'était la deuxième fois que je le faisais, cette course. Et je sentais dès le départ que je suis parti un peu, j'avais les jambes fatiguées. Donc je manquais d'entraînement euh, et je sentais que ça allait pas le faire. Et arrivé au ravito du 45e, après 10 km de descente, je crois. Donc pendant 10 km, dans la tête, tu vois, il y a l'ange, le démon, et ça discute, tu vois. Mais arrête-toi, t'as déjà bien couru. Et puis de l'autre épaule qui dit non, mais tu vas pas lâcher maintenant. Tu t'es entraîné longtemps. Et puis tu vois, des discussions comme ça. Et puis tu essaies de trouver toutes les raisons pour pas abandonner, mais tu sais que tu vas peut-être l'abandonner. À partir du moment où tu te poses, tu laisses la porte ouverte à l'abandon, c'est la misère pour pas abandonner, vraiment. Et du coup, quand je suis arrivé, les jambes enfin, pas fatiguées, vraiment mal au quadri, mal aux cuisses. Je suis arrivé à ce ravito, j'allais arracher mon dossard et c'est ma femme qui m'a dit attends, pose-toi, mange un peu et puis on fait le point. Donc voilà, je me suis posé, j'ai mangé et finalement, je suis reparti en fait. Je suis reparti. Ah non, en fait, elle m'a posé la question, c'est ça, elle m'a posé la question, mais écoute, tu t'es blessé? Elle me dit, tu t'es fait mal quelque part? Tu t'es blessé? Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, non. Je lui ai dit, non. Non, j'ai mal aux jambes, ok. Je lui ai dit, non, je suis pas blessé. Et quand je lui ai dit ça, dans ma tête, ça a fait, mais si t'es pas blessé, pourquoi tu veux arrêter? Ça, j'ai ch'ting. Ah, ouais. Bah ouais, en Merci. fait, voilà, bonne question. Bah ouais, et du coup, je suis reparti et j'ai fait une super deuxième partie. Et depuis ce temps-là, tu vois, je le dis souvent, si t'es pas blessé, tu continues. Parce que c'est normal
d'être au fond du trou à un moment sur des courses longue distance. On passe par des hauts, par des bas, c'est comme l'entraînement, on peut pas être au top tout le temps. Bah, sur une course d'endurance de plusieurs heures, dizaines d'heures, voire de jours, bah, il y a des fois où on n'est pas bien, quoi. Des fois, on a envie de vomir, des fois, on a envie de dormir, des fois, on n'a plus d'énergie. Mais à contrario, il y a des fois où on se sent super bien. Mais on conscientise pas le fait qu'on est super bien. On retient généralement que quand ça va vraiment pas. Et il faut se laisser le temps, sur ce genre de course, hein, bah, de franchir ce cap, quoi, d'être mal. Parce que le corps, si tu prends une pause, si tu manges, si tu essayes de trouver des alternatives, des solutions, bah, le corps, hop, il repart. Et ça repart. T'as pas mal pendant 160 km normalement. Il y a des fois où tu vas te dire, waouh, c'est fou ça. Je suis au 130e, je galope comme si je venais de commencer ma course. Et puis au 150e, tu tires une caravane, quoi. T'es là, tu vois, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de cuisses. Ah, c'est quasiment ça, c'est des montagnes russes, quoi. Et plusieurs vies que vivent les ultra-trailers. Pour en côtoyer quelques-uns, effectivement, je reconnais ce genre de discours de dire que d'un moment à un autre, tu peux te retrouver dans des étapes pas possibles. Donc, dans une semaine, un 100 km, dans quelle région, dis-moi? Bah, c'est à 2 heures de route de chez moi, dans le nord, dans j'allais dire les Causses, mais à Millau. Mhm. Millau, ouais, je sais même pas quelle région. Au Millau, il y a un magnifique pont, tu vois, depuis la Ouais, Suisse. non, ouais, non, mais On a entendu parler aussi. c'est ça. On fait les gorges, en fait. Oui. On longe les gorges du Tarn, le Tarn, hein, Mhm. d'ailleurs, hein, ça s'appelle. Donc j'ai jamais été là-bas. Ça m'a l'air un petit peu aride et Oui. c'est un profil un peu cassant. Oui. Je suis pas fan en fait de ce genre de profil parce que moi j'aime bien les grosses montées, les grosses descentes. Voilà, tu cherches pas trop. Là c'est montée, descente, bah, les gorges quoi. Mhm. Donc c'est un challenge hein, parce que c'est vrai que toutes les courses sont un peu différentes dans la manière de courir. Et c'est ultra important de se projeter sur la course. Donc j'ai pas fait encore ce travail de visualisation ouais, de visualisation. Hein. Très clairement, quand on fait ce genre de course, il faut se dire, faut s'imaginer, faut se projeter à réussir, faut se projeter dans les ravitaillements au 50e, peut-être fatigué, peut-être complètement mouillé parce qu'il va pleuvoir. Essayer de visualiser tout ce qui peut arriver où sont les ravitaillements par rapport au profil, au dénivelé, où est-ce que je vais avoir du mal, ou à l'inverse, où est-ce que je vais pouvoir gambader parce que le profil m'a l'air favorable. Voilà, donc ça, je vais faire ça la semaine prochaine. Il sera temps, avant ma course quand même, ce serait pas mal. Mais c'est vrai que j'ai hâte, hein, parce que 100 km, ça reste. Pour moi, tu vois, c'est pas une course, ça devient une aventure en fait. Plus je passe de temps sur les courses, et plus j'en découvre un petit peu sur moi. Je suis tellement bien en courant que, en fait, quand je cours, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de coureurs, bah t'oublies tes problèmes, quoi. Enfin, je veux dire, on te fait plus chier avec ton boulot, je sais pas, n'importe quoi. T'es focus sur toi, et en plus, quand t'arrives dans les ravitaux, les gens, ils sont pour toi, quoi. Les bénévoles, ils sont les petits oignons pour toi. Sur les ultras, t'as les ostéos, les gars, ils te chouchoutent. C'est vraiment cool, quoi. Pour moi, c'est des vacances. Alors ouais, à la fin, t'es éclaté, hein, t'es un peu mort. Hein. Mais pour le coup, t'es dans ta bulle. Tu penses plus à tiens, merde, je devrais rentrer au boulot là, ou j'ai ça à faire. Moi, je pense plus à ça. C'est une parenthèse où en plus les gens ils sont focus sur moi et en plus voilà, je reçois des félicitations sur les réseaux vu que je partage mes courses. Bah, je suis hyper soutenu à la Swisspeak. J'étais sur le cul sur la Swisspeak, tu vois. J'en ai parlé, j'ai créé un groupe WhatsApp qui est toujours là d'ailleurs. Hein. Maintenant, il vit sans moi. Passion Trail, ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis retrouvé, écoute, avec un j'allais dire un auditeur, mais une personne qui me suit, j'arrive plus à trouver le nom, une personne qui me suit, Amos, hein, il se reconnaîtra, il habite en Suisse, hein. À minuit, je descendais, donc c'était au bout de 2-3 jours hein, de course hein, sur la Suspic, et on descend, j'arrive à 23h45, c'est ça, et il était là, avec sa copine, le coffre ouvert, donc il faisait nuit, et je le vois, il me dit « Ah, Raphaël,
Je savais qu'il y en a un qui allait venir, mais je me suis dit, bon, quand même. Et puis, ils sont venus, quoi. Ils sont venus à 23h30 pour m'apporter un cake au chocolat, m'apporter des trucs à manger. Et je me suis posé, du coup, je me suis arrêté 5 minutes, hein, on n'est pas à 5 minutes près en ultra, tu vois, je me suis posé là, et j'ai dit, mais putain, les gars, mais vous êtes fous, quoi. Autant moi, je suis pas forcément hyper lucide, tu vois, pour courir des distances comme ça, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il est minuit, il fait pas beau, et vous êtes là pour me filer à manger et tout ça, m'encourager. J'étais là, je dis, waouh, mais c'est fou, quoi. Je suis là, c'est vraiment cool, quoi. Et j'ai rencontré comme ça un coaché qui habite en Suisse. Il a couru un peu avec moi. C'est la première fois que finalement je le rencontrais. Et ça a été des super moments. Alors oui, j'ai pas fini, mais sincèrement, je m'en cogne, quoi. Parce que on m'aurait laissé le choix entre vivre ce que j'ai vécu, mais finir la course, enfin, ne pas finir la course et vivre ce que j'ai vécu, ou la finir, mais finalement pas rencontrer ces gens. J'ai envie de dire, moi j'ai aucun regret de dire, je suis très content finalement d'avoir abandonné si ça m'a permis de rencontrer et faire des rencontres comme ça. Parce que ça reste que du sport. Et que là, tu vois, j'ai abandonné, j'ai évité de me blesser plus que ça. Ben, j'ai enchaîné par le Grand Raid des Qatars à 160 un mois et demi plus tard. Et j'ai terminé par un 65 km au bout du rouleau. Mais parce que j'ai couru avec un coaché aussi, bah, le même hein, en Suisse, qui est descendu me voir ici. Euh, J'aurais pas pu faire ça très certainement si j'avais terminé, essayé de pousser, essayé de. Non, ça reste du sport et ouais, c'est tout. Enfin, faut réussir à relativiser. J'ai pas envie de mettre mon intégrité physique non plus pour absolument finir. Enfin là, il restait 60 bornes et 5000 mètres de dénivelé, donc même si c'est pas grand chose sur 360 ou 380, Ça reste quand même du costaud. bah, ça reste quand même Ça la reste, misère. ça reste Bon. quand même clairement du costaud sur une course, enfin, peu importe l'épreuve et effectivement l'état dans lequel tu es. Donc, c'est vrai que c'est une belle philosophie. En tout cas, le rôle de l'entraîneur, c'est pas uniquement de dire aux gens quoi faire, à quel moment le faire, mais aussi savoir où sont nos limites et puis pouvoir les accepter. Et puis, en tout cas, tu m'inspires beaucoup en tant qu'entraîneur, en tant qu'aventurier. Et puis, j'espère que cette aventure va très bien se passer. En tout cas, la semaine prochaine, ces fameux 100 kilomètres. Et puis, je suivrai en tout cas sur les réseaux de très très près pour voir tout ce que tu posteras. Puis, en tout cas, il y a déjà la pancarte. Allez, Raphaël, je serai en pensée avec toi. Ah bah écoute, avec plaisir hein, de te voir dans le groupe WhatsApp que je mettrai. Voilà, avec grand plaisir. Je Avec mettrai grand le lien plaisir dans le groupe WhatsApp pour que je puisse t'encourager. Merci beaucoup. ouais, sur Insta. De toute façon, je dis bah voilà, bah bientôt. Hein, de toute façon, c'est quand attends, c'est le 3. C'est ça, c'est le 3 mai. Hein. Mhm. Donc quelques jours avant, je mettrai en story le groupe WhatsApp et puis je partagerai comme ça le packaging de mon sac, ce genre de choses. Ouais, ouais, c'est le partage. Tu vois, finalement, il y en a qui ont peur de donner beaucoup de conseils en tant qu'entraîneur, que coach en fait, en se disant si je donne beaucoup de conseils finalement, bah les gens ils auront pas besoin de moi en fait. Mhm. Euh, Bah en fait non, pas vraiment. Ok, il y en a, et je reçois pas mal de messages en ce moment d'ailleurs de gens d'internautes, d'Instagram notamment, qui me remercient bah, de tous les conseils que je donne parce que grâce à ces conseils, ils ont terminé leurs 30, leurs 60, leurs 100 kilomètres. Et ces gens-là, je les connais pas. Mais je me dis que tout ce que j'ai donné, bah, ça leur a servi et que potentiellement, bah, si je vends une formation qui leur apporte quelque chose, bah, il y a la confiance, et ils savent que ce sera qualitatif et euh, et qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Et c'est ça que je donne beaucoup de conseils, évidemment, mais parce que finalement, est-ce que j'en donne trop? Je sais pas. On donne jamais trop, je pense. Enfin, En tout cas, j'espère. pour recevoir, c'est sûr qu'il faut donner. Donc, Et- c'est clair. ouais, Mais tout à fait. Ouais. ce qui est certain, c'est que je suivrai de très très près ton aventure. Et puis, tu peux déjà me compter dans le groupe WhatsApp, même si je ne te vois pas sur les réseaux. Tu peux déjà me mettre dedans. Et je Ah bah suivrai avec écoute, grand plaisir cette merveilleuse aventure. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé un bout de ton aventure, Raphaël. T'es effectivement un livre, donc j'espère que
t'en écriras bientôt. En tout cas, je serai à l'affût. Et puis, je te souhaite une magnifique aventure, 100 km dans les gorges du Tarn. Et les 380 vers chez toi en septembre. Voilà, ça sera plus près. Là, on arrivera peut-être à trouver quelque chose. Mais tu me le Là, rappelleras. là, je pourrais voir ta pancarte le long de la route. Voilà, parce que voilà. tu Mais seras pas à minuit. Pas à minuit, je suis désolé, Raphaël. Oh, pas mis, oh, non. C'est fou, quoi. Merci beaucoup, Raphaël. Encore, et puis, bon vent. Eh bien, écoute, ça a été un plaisir. À très Moi, je bientôt. te dis à très vite. Et puis, merci de ton invitation sur ton podcast. C'était vraiment un plaisir. J'ai adoré. Impeccable. Ciao. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.